La ceinture de forteresse de Donetsk se profile. La Russie sait qu'elle doit lancer tout ce qu'elle a contre les défenses les plus redoutables que l'Ukraine ait jamais créées. C'est ce que Poutine a ordonné. Ça ne fonctionne pas. Plus la Russie essaie, plus elle échoue, et la catastrophe du Donbass de Poutine l'a prouvé. Ce qui devait être l'offensive qui mettait fin à la guerre a conduit la Russie à tout perdre, alors que l'Ukraine prépare le terrain pour la libération totale du Donbass à l'avenir. Tout cela se reflète dans les chiffres du champ de bataille. Parlons du territoire. La Russie a obtenu de mauvais résultats en avril, poursuivant une tendance observée depuis l'hiver dernier. Selon l'Institute for the Study of War, ou ISTW, les forces russes ont subi une perte nette de 116,01 km² en avril, avec la réserve que ce chiffre n'inclut pas les zones dans lesquelles de très petites unités de soldats russes ont pu s'infiltrer. Ces zones sont des zones grises que ni la Russie ni l'Ukraine ne contrôlent réellement, bien que la Russie vous dira qu'un seul soldat posant le pied dans une localité suffit pour revendiquer cette localité. Cette perte nette est la plus importante pour la Russie, depuis août 2024, après plusieurs mois de rendement décroissant, où la Russie a sacrifié plus de soldats que jamais pour perdre du territoire. En mars, la Russie a tout juste réussi à obtenir un gain net de 23,04 km² selon l'ISTW. C'est suffisamment lent pour être considéré comme stagnant. En février, la Russie a enregistré un gain de 122,73 km², qui faisait suite à un mois de janvier où elle avait gagné 318,54 km². Additionnez ces chiffres, et vous obtenez que la Russie n'a gagné que 348,3 km² de l'Ukraine en 4 mois. C'est un chiffre ridiculement bas, et cela nous montre que Poutine est en plein désastre dans le Donbass. Vous voyez, 2026 était censé être l'année où le Donbass tomberait enfin sous la pression russe. C'est ce que la Russie voulait absolument que vous croyiez, et le Kremlin est même allé jusqu'à dire à l'Ukraine qu'elle devait retirer ses troupes du Donbass avant la fin mai, sinon l'Ukraine subirait toute la colère de l'armée russe. Cette colère se traduit par à peine le moindre gain territorial au prix de dizaines de milliers de soldats perdus chaque mois. Mais malgré tout, Poutine insiste pour s'emparer du Donbass. Il a même fixé une nouvelle date limite pour la prise du Donbass, septembre 2026. Cela n'arrivera tout simplement pas. Les chiffres ne collent pas, vous saurez pourquoi ensuite. La Russie a lancé une offensive généralisée, alors que l'offensive de printemps se poursuit et pourrait durer l'été. Sloviansk est la principale cible dans le Donbass, car c'est un maillon clé de la ceinture fortifiée de Donetsk, qui pose problème à la Russie. Pour mesurer la volonté de Poutine, il suffit d'examiner les chiffres des assauts de la semaine, précédant le 27 avril. Cette semaine a enregistré le plus grand nombre d'affrontements en Ukraine en 2 mois. Dans le secteur de Pokrovsk, Donbass, on compte 305 assauts. Le secteur de Ouliaïpol a subi 147 attaques. Et cela continue partout en Ukraine, mais principalement concentré sur le Donbass, pour atteindre un total de 1384 assauts en une seule semaine, soit une moyenne de près de 198 par jour. Ce que Poutine croit, c'est que l'intensification de ces assauts démontre la force écrasante de l'armée russe. Ce pic de 2 mois d'attaque a coïncidé avec les premières pertes nettes de la Russie en près de 2 ans. Cela montre que le Donbass, surtout la ceinture de forteresse de Donetsk, est bien plus difficile à percer que la Russie ne le pensait, plus que Poutine ne voudrait vous le faire savoir. La Russie privilégie toujours la conquête de Donetsk. Si elle atteint la frontière de cette oblast, la Russie contrôlera presque tout le Donbass. Mais cela fait 4 ans que nous le répétons. C'est bien là tout l'enjeu. Les troupes de Poutine n'ont pas encore atteint cette frontière. La ceinture de forteresse bloque toujours leur avancée, comme depuis le début de l'invasion. Et les progrès sur le terrain sont si lents que la Russie commence à réaliser qu'il lui en coûtera bien plus que ce que cela vaut de prendre Donetsk par la force. Donetsk ne va pas s'effondrer, et le Kremlin le sait. La lenteur des progrès russes s'explique en partie par la division de leur attention sur toute la région de Donetsk, en plus des calculs militaires ukrainiens. Des avancées, bien que mineures, sont réalisées, même si l'Ukraine annule ses gains en libérant des territoires ailleurs. Euromed en presse rapporte que la Russie a obtenu un petit succès dans la région de Kramatorsk-Sloviansk, où elle a capturé une poignée de petits villages. Le canal près de Chaziviar a aussi été franchi, permettant à la Russie d'exercer une pression sur les flancs ailleurs. Et à Konstantinivka, qui se trouve à l'ouest de Chassiviar, les forces russes essaient simplement de contourner la localité par le nord-est, tout en exerçant une pression sur Kramatorsk depuis le sud-est. Du moins, ce sont les plans. Mais malgré quelques petits gains, rien de ce que la Russie souhaite accomplir dans l'oblast de Donetsk ne se concrétise.
Le problème auquel la Russie est confrontée, c'est qu'elle s'éparpille trop en essayant de prendre le reste de l'oblast de Donetsk. Cela peut paraître étrange, puisqu'il ne reste qu'environ 6000 km² de l'oblast de Donetsk à prendre. Mais l'ampleur des pertes russes dans l'oblast de Donetsk et l'échec de ses plans ailleurs forcent Moscou à lancer de grands assauts sur des localités qu'elle tente de contourner, comme à Konstantinivka, ce qui en dit long. L'analyste militaire ukrainien Konstantin Machevets explique la situation actuelle dans ce secteur. Suite à l'échec russe à contourner, la 8e armée combinée et le 3e corps d'armée doivent désormais percer vers Konstantinivka par la route la plus directe, couvrant de front les approches sud et sud-est avec les corps de leur infanterie d'assaut. C'est lent, épuisant et surtout extrêmement sanglant et coûteux, dit Machevets. Cela résume bien la situation de la Russie dans le Donbass. Tous les meilleurs plans de Poutine sont réduits à néant, sur un champ de bataille qui ne se déroule pas comme il en a besoin pour que les échéances dramatiques du Donbass qu'il a fixées ressemblent de près ou de loin à ce qui peut être réalisé en réalité. Dans cette situation, 6000 km² commencent à ressembler à 600 000, car les forces russes sont obligées de s'épuiser contre des défenses qui infligent des pertes à grande échelle. L'Ukraine empêche aussi la Russie de se concentrer sur les avancées depuis Pokrovsk. Après environ 2 ans de combats acharnés, la Russie a finalement réussi à s'emparer du centre-ville de Pokrovsk en janvier, suivi de la partie nord de la ville en mars. L'Ukraine a forcé la Russie à lutter pour chaque gain. Selon le 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aéroportées d'Ukraine, la Russie a perdu 15 000 soldats en 6 mois, jusqu'au 13 février, rien que dans le secteur central de la défense de la région. En ajoutant les autres défenses ukrainiennes, on constate qu'alors que Pokrovsk allait tomber, la Russie perdait déjà des milliers de soldats. Le plan de la Russie maintenant est d'avancer depuis Pokrovsk vers Belitska, qui se trouve juste au sud de Dobropilia. L'objectif est d'utiliser Dobropilia comme levier pour permettre à la Russie de prendre la région de Kramatorsk-Sloviansk à revers depuis l'ouest. Mais l'Ukraine a déjoué les plans russes là-bas, comme ailleurs dans le Donbass. La contre-offensive de l'Ukraine en février, qui lui a permis de reprendre plus de 400 km² de territoire dans ces régions du sud à la Russie, concernait en réalité principalement Donetsk. La Russie voulait garder du territoire au sud pour créer une zone tampon empêchant l'Ukraine d'envoyer des soldats à Donetsk. Lorsque ce territoire est retombé entre les mains de l'Ukraine, la Russie a été contrainte d'envoyer des réserves qui étaient censées être disponibles pour le combat dans le secteur de Pokrovsk et ailleurs vers le sud. L'absence de réserves ralentit les progrès, comme on le voit sur tout le front de Donetsk. Encore une fois, les chiffres le montrent. L'intensité et le nombre d'assauts augmentent, mais les gains territoriaux que Poutine s'attendrait à voir en retour sont inexistants. Le mieux que la Russie ait réussi à faire, c'est de capturer une poignée de villages alors qu'elle échoue à déborder. C'est là que la situation devient grave pour les marionnettes de Poutine dans le Donbass. L'Ukraine fait payer à la Russie un prix si énorme pour presque aucun gain, que Donetsk commence à ressembler à un piège mortel pour les soldats russes. Cela modifie totalement les calculs sur le champ de bataille. Avant d'entrer dans le sujet, vous regardez The Military Show. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous pour ne rien manquer. L'Ukraine a répliqué à l'offensive russe dans la région de Donetsk par la meilleure défense possible, les drones. Il y en a tellement, en fait, que l'Ukraine a pris une nette avance sur la Russie en ce qui concerne le nombre de drones déployés sur la ligne de front. Selon le chef adjoint du bureau du président ukrainien, le général de brigade Pavlo Palissa, l'Ukraine utilise désormais 30% de drones d'attaque de plus que la Russie sur plusieurs secteurs du front, dont la région de Donetsk. Palissa compare cela à Koursk, où l'Ukraine a lancé une contre-invasion en août 2024, provoquant le dernier mois où la Russie a enregistré une perte nette de territoire, similaire à la situation actuelle. À cette époque, la Russie était largement en avance sur l'Ukraine en matière de drones d'attaque. Et pourtant, l'Ukraine a réussi à franchir la frontière et à pénétrer en territoire russe. Aujourd'hui, l'Ukraine a pris de l'avance, mais pas sur tout le front. Il ne s'agit pas que de quantité, mais de qualité. Honnêtement, la qualité est similaire à celle de l'ennemi, car eux aussi améliorent leur système. Mais nous avons fait un bond très significatif, a déclaré Palissa début avril. Ce virage en faveur de l'Ukraine, sur le front des drones d'attaque, est confirmé par des blogueurs militaires russes, selon Euromaidan Press. C'est ici que le plan de défense du Donbass par l'Ukraine commence vraiment à se dessiner. L'objectif de l'Ukraine est maintenant d'utiliser ces drones pour augmenter la pression sur les forces terrestres russes de toutes les manières possibles, et la meilleure façon d'y parvenir est d'étendre le conflit autant que possible. Il ne s'agit plus du combat sur le front. L'Ukraine cherche à étendre ses zones mortelles de drones pour que la plupart des soldats russes meurent avant même d'apercevoir la ceinture de forteresse.
L'arrivée de drones de moyenne portée permettant à l'Ukraine de frapper l'arrière russe dans les territoires occupés renforce cette stratégie, paralysant le soutien essentiel à la Russie pour avancer à Donetsk. C'est ainsi que l'Ukraine prépare le terrain pour une contre-offensive dans le Donbass. Cela contraint la Russie à épuiser ses forces lors d'assauts inutiles, limités aux zones de destruction, menant à une campagne d'usure qui affaiblit l'offensive russe à chaque attaque tentée. L'idée est de créer la situation dont nous avons parlé au tout début de la vidéo. Plus la Russie essaie, plus elle échoue. Même si l'échec permet encore à la Russie d'obtenir quelques gains à Donetsk, les bénéfices diminuent chaque mois, et le coût de ces gains paralyse le pays. Cela vous semble-t-il irréaliste comme plan? Si c'est le cas, il suffit de regarder les pertes que subit la Russie pour comprendre pourquoi le fait que l'Ukraine prenne l'avantage en matière de drones est essentiel pour la défense puis la libération du Donbass. Entre décembre 2025 et avril 2026, la Russie a perdu 156 735 soldats. Ce sont des pertes confirmées, pas des estimations. Chaque soldat tombé au nom de l'ambition de Poutine a été suivi et enregistré par le système Army of Drones de l'Ukraine, et il y aura probablement plusieurs milliers de morts supplémentaires qui pourraient être ajoutés à ce chiffre en ce qui concerne les décès non recensés. La Russie ne recrute pas ce qu'elle doit recruter pour combler le déficit, puisqu'il lui manque plus de 8000 soldats pour compenser ses pertes au cours des 5 mois mentionnés. Mais le problème le plus important, c'est ce que cette ampleur de pertes signifie pour la Russie dans des endroits comme le Donbass. Rappelez-vous, la Russie intensifie ses assauts dans toute la région de Donetsk. Ce n'est possible qu'avec une force terrestre importante pour les assauts. La Russie perd davantage. La Russie perd plus de soldats qu'elle n'en recrute, ce qui l'affaiblit globalement, que ce soit dans le Donbass ou ailleurs. Si la tendance se poursuit, ce que nous commencerons à voir, c'est que la Russie évoluera de l'une de deux façons. Soit la Russie ralentit le rythme de ses assauts pour préserver la taille de ses unités, réduisant les gains. Soit elle maintient le rythme avec des unités plus petites, affaiblissant les assauts et augmentant les pertes. Dans les deux cas, cela annonce de mauvaises nouvelles pour Poutine dans le Donbass, où la situation n'est déjà pas bonne. La Russie doit encore prendre 6000 km² de Donetsk avant de revendiquer le contrôle du Donbass. Bien que toutes les pertes que nous avons observées au cours des derniers mois ne soient pas concentrées à Donetsk, il s'en produit suffisamment là-bas pour nous donner une idée de tout ce que la Russie devra sacrifier pour réaliser l'ambition de Poutine. Le 8 avril, United 24 Medi a rapporté des propos tenus par Palissa, qui a révélé que les forces russes perdent désormais 316 soldats par km² capturés à Donetsk. C'est presque 2 fois plus de soldats perdus par la Russie que l'an dernier pour les mêmes gains, ce qui donne de mauvais chiffres pour Poutine dans le Donbass. Si ce taux de perte effroyable se maintient, cela signifie que Poutine devra envoyer 1 896 000 soldats russes à la mort ou à des blessures graves avant que le Donbass ne tombe. C'est plus de 500 000 soldats de plus que le nombre total de pertes de la Russie depuis le début de la guerre. Cela montre que le Donbass est un piège mortel pour les forces de Poutine, même en avançant. Bien sûr, cela dépend du fait que l'Ukraine maintienne un taux de perte de 316 soldats par km². Ce n'est pas du tout garanti, mais en substance, tout cela signifie que la Russie s'est acculée. La Russie engage plus de soldats pour conquérir moins de territoire dans le Donbass qu'avant, en lien avec l'augmentation des assauts. Bien que la Russie soit encore capable d'exercer une pression, elle ne peut pas le faire sur l'ensemble du front de Donetsk. Elle disperse encore trop ses forces et drones, alors que l'Ukraine a un avantage de 1,3 contre 1 en drones. Ce qui finit par se passer, c'est que l'assaut de la Russie est fragmenté. Les tentatives de contournement échouent, comme nous le voyons, et l'Ukraine peut continuer à progresser ailleurs, ce qui ralentit la Russie dans le Donbass. Examinons le scénario idéal pour la Russie. Ce serait que Donetsk tombe, et que la Russie prenne le contrôle du Donbass. Palissa a déclaré début mars que, vu le rythme de janvier et février, la Russie mettrait 1 an et demi pour y arriver. Cela signifie déjà que l'objectif de Poutine pour septembre 2026 est hors de portée, ce qui est en soi une victoire pour l'Ukraine. Quand Poutine prédit un événement qui n'arrive pas, cela réduit les chances de la Russie de persuader l'Occident que l'Ukraine doit céder le Donbass. Une autre réserve sur les propos de Palissa est qu'ils datent du 1er mars, alors que la Russie avançait plus vite dans l'oblast de Donetsk. 1 an et demi paraît très ambitieux pour prendre le Donbass, surtout si l'Ukraine continue d'infliger d'importantes pertes à la Russie. Et d'autres pertes sont à prévoir. Elles n'atteindront peut-être pas 1,8 million, mais la Russie devra sûrement sacrifier des centaines de milliers de vies pour conquérir les derniers 6000 km² du Donbass. Et encore une fois, c'est le meilleur scénario possible.
L'Ukraine fait tout ce qu'elle peut dans le Donbass pour s'assurer que ce scénario ne se réalise pas. Outre la létalité du front et les zones saturées de drones incontrôlables par la Russie, l'Ukraine mène à Donetsk des frappes de drones à moyenne portée qui détruisent les lignes d'approvisionnement et les systèmes de soutien de ses troupes au front. Les routes de transport sur le périphérique de Donetsk et dans des endroits comme Holivka, Andrivka et Zurez sont frappées par la dernière génération de drones ukrainiens. Ces frappes visent à ralentir encore plus la Russie. Moins les soldats en première ligne sont soutenus, plus ils meurent pour chaque kilomètre carré conquis. C'est l'usure au XXIe siècle. L'Ukraine en est devenue maître, et cela pourrait être la clé pour libérer le Donbass à long terme. La fondation Jamestown précise que les drones de moyenne portée ukrainiens frappent jusqu'à 100 km derrière les lignes, la Russie étant incapable de les contrer faute de défense aérienne. Il s'agit maintenant pour l'Ukraine d'éroder chaque couche de l'offensive russe. Les chiffres du front sont en une, mais c'est la dégradation de toute la base de l'offensive russe dans le Donbass qui sera décisive. Et bien sûr, il y a toujours la ceinture de forteresse. Les maigres progrès que la Russie a réalisés à Donetsk ne l'ont pas encore amené à affronter les fortifications que l'Ukraine construit dans la ceinture de forteresse depuis 12 ans, depuis que Poutine a lancé sa campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014. Rivières, champs de mines, barrières anti-chars, bunkers, zones de destruction remplies de drones et villes de la ceinture de forteresse doivent être franchies pour que la Russie n'obtienne qu'une victoire à la Pyrrhus. Voici ce que fait vraiment l'Ukraine. Elle prépare le terrain pour que la Russie lance tout sur le Donbass. Cela mènera à l'une des deux issues possibles. Premièrement, la Russie pourrait effectivement le faire, au point de détruire sa propre armée pour s'emparer du Donbass. Cela ruinerait les plans de Poutine pour le reste de l'Ukraine, et montrerait que la Russie ne serait jamais vraiment en sécurité sur les territoires conquis face aux contre-attaques ukrainiennes. Ou bien, l'Ukraine brise les assauts russes, et l'usure seule empêche les forces de Poutine d'avancer assez pour prendre le Donbass. La contre-offensive ukrainienne pourra alors débuter, tandis que la Russie perd tout à cause de l'entêtement de Poutine. Les prochains mois vont nous en dire beaucoup sur l'efficacité de la stratégie de l'Ukraine, surtout avec l'arrivée du soleil d'été. Pour l'instant, cette stratégie est si solide que les forces de Poutine ne peuvent que s'y briser. N'oubliez pas que les progrès de l'Ukraine ailleurs affaiblissent l'offensive de Poutine dans le Donbass. Les forces de Moscou, affaiblies par une logistique défaillante, voient l'Ukraine inverser la dynamique grâce à sa défense active. Découvrez comment en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne manquer aucune de nos analyses de la situation dans le Donbass. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.